Les agents forestiers de l'Office national des forêts affiliés à la CGTG sont en grève. Ils réclament l'intégration de plusieurs contrats à durée déterminée. Après avoir bloqué hier l'annexe de la direction Jardin d'Essai, ils poursuivent le mouvement sur l'ensemble des antennes. Et le personnel des laboratoires du CHU cumule les maux, migraines, conjonctivite depuis la réouverture de l'établissement. La direction dit avoir pris la mesure de l'alerte lancée par les agents en distribuant des masques filtrants. Les surveillants de prison poursuivent leur mouvement. Après avoir été gazés par les forces de l'ordre, ces derniers ont changé de méthode. Désormais, ils resteront à leur domicile jusqu'à nouvel ordre. Plus d'une centaine d'agents est concernée. Quelles conséquences pour le centre pénitentiaire? Nous le verrons. Et la réforme du baccalauréat se précise. Une nouvelle version du bac a été proposée au ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Linda Kayarsi vous révélera les grandes lignes de celui-ci dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Trop de précarité, c'est ce que dénoncent en substance les agents forestiers de l'Office national des forêts à leur direction. Après le passage des ouragans Irma et Maria, l'institution avait dû faire appel à davantage de main-d'œuvre pour restaurer le parc national. Plusieurs agents avaient été engagés en contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, les agents affiliés à la CGTG réclament l'intégration de ces derniers. Reportage Karen Diama. Dans son contrat d'objectifs et de performance, démarré en 2016, l'Office national des forêts assurait une croissance des effectifs, et ce jusqu'en 2020. En Guadeloupe, il s'agirait plutôt d'une diminution, selon la CGTG. L'État, il a pu réduire les effectifs, il a pu faire économie, ok, nous d'accord. Mais il a autorisé nous, jusqu'en 2020, dernier 29 salariés, nous à 23, et il n'y a pas atteint pour l'angle. Ils ont connaître problématique à l'emploi en Guadeloupe. On ne peut pas utiliser pendant 2 ans, 2 ou 3 et jeunes, on peut faire une promesse, et je dis, je vous ai fouillé à la rue là, nous ne sommes pas d'accord. À cela vient s'ajouter une inégalité dans le traitement du personnel selon le syndicat. Je dis, je nous avons constaté qu'il y a deux poids, deux mesures à l'ONF. Okay? On y travaille qui a clé pour faire travail sale boulot là, et on y des privilégiés qui là, puis ils sont en VVF. Ils viennent prendre soleil, ils viennent toucher 40%. Vrati ayo et casa yo ja payé. OK? Nous pas jaloux stati ayo, mais faut respecter nous aussi. Si la direction est ouverte à la discussion, il semble qu'un dialogue de sourds se soit engagé entre les deux parties. Effectivement, l'ONF avait recruté 4 CDD pour 6 mois suite au cyclone Irma. Et puisqu'on avait évidemment un accroissement d'activité, en particulier pour l'entretien et la remise à niveau des traces qui sont très fréquentées en Guadeloupe. Et du coup, au bout de ces 6 mois, nous n'envisageons pas de renouveler ces 4 contrats, voilà, puisque la majorité du travail a été fait et que même si dans le futur des recrutements sont toujours envisageables, c'est fonction de l'activité que nous allons avoir au cours de l'année. Et pour l'instant, la visibilité n'est pas suffisante pour s'engager sur des recrutements. Entre les affirmations de la direction et le mouvement national que subit l'Office des forêts, le syndicat dénonce un plan d'action peu adapté aux spécificités insulaires. Nous constatons que nous devons une direction mentale et méprisante. Parce que ce sont des jeunes qui ont embauché dès avant Maria et ils ont embauché 2 autres en renfort après Maria. La direction là prend les avances à consulter la France. Avant, ils ont consulté nous, représentants du personnel, trouver des solutions entre nous. Quitte à bailler un CDD, quitte à bailler un CDI. Nous voulons que les jeunes Guadeloupe travaillent. En attendant qu'un accord soit trouvé, un service minimum est assuré par l'Office. Et c'est demain que seront révélées les études réalisées par l'Institut Pasteur et l'ARS pour déterminer, oui ou non, la présence d'une substance toxique dans les locaux du laboratoire du CHU. Depuis sa réouverture, près d'une centaine d'agents affirment souffrir de multiples maux. En attendant, la direction a procédé à la distribution de masques filtrants. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. De retour dans leur service le 5 janvier après l'incendie survenu non loin de leurs locaux, le personnel du laboratoire subit des nuisances olfactives. Une réunion s'est d'ailleurs tenue en ce sens au CHU ce matin. Ce matin, il y avait une réunion avec la direction et les médecins du labo ainsi que le personnel où on a acté qu'il faudrait que le CHU trouve un local de substitution, un local de repli, afin que le personnel du laboratoire puisse travailler dans de meilleures conditions. Et en attendant ce local, qu'ils allaient mettre en place
place un service minimum au volontariat, puisqu'on signale que lorsqu'on est en retrait, ce n'est pas une grève, donc il n'y a pas d'obligation de service minimum. Mais comme il y a des tests qui sont urgents pour soigner la population, donc le personnel a fait le choix au volontariat de quand même effectuer certains tests. Maintenant qu'on a aménagé, c'est des migraines, des fois on a les yeux rouges et des maux de gorge aussi, se sent encombré aussi. Et je dis on puisqu'on a tous les mêmes symptômes. Après il y a des collègues qui sont plus fragiles, qui sont asthmatiques, il y en a d'autres qui ont des vertiges et c'est plusieurs collègues qui se trouvent dans ce cas-là. Du côté de la direction, ces signalements ont conduit à la réalisation de tests complémentaires concernant la qualité de l'air. Et des mesures d'air avaient d'ores et déjà été programmées pour mesurer à nouveau ce qui avait été fait initialement en tournant au mois de décembre. Mais là, on va le refaire sur la zone du laboratoire puisqu'il y a vraiment un point de crispation sur ce laboratoire pour pouvoir mesurer à nouveau les composants, les particules dans l'air. Donc tout ça avait été programmé. Les agents nous ont alertés à nouveau en se mettant en retrait de leur travail pour pouvoir nous mettre un peu en demeure de réaliser ces analyses, de publier les résultats. Les analyses sont en cours. Aujourd'hui, ces analyses d'air sont en train d'être réalisées et nous serons totalement transparents sur ces analyses. On les diffusera, on les publiera et nous prendrons les mesures qui s'imposent. En attendant les résultats de ces derniers tests, des mesures compensatoires ont été prises. Un local aurait été proposé, des masques FFP3 ont été distribués afin de maintenir tant bien que mal la continuité des soins des patients du CHU. Et puis sachez que les urgences adultes réouvriront leurs portes dans leurs locaux habituels d'ici la fin du mois de février. En attendant, ces urgences seront transférées à la place des consultations externes se trouvant au rez-de-chaussée du centre hospitalier et sur le parking du service maternité. Et puis le mouvement de protestation des surveillants de prison se poursuit en Guadeloupe. Après avoir été gazés par les forces de l'ordre, ces derniers ont décidé de changer de méthode. Désormais, ils resteront à leur domicile. Ainsi, près d'une centaine d'agents manquaient à l'appel aujourd'hui à Fonsarail-Bemao. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Le temps chamboule toujours entre les syndicats et l'administration pénitentiaire de Fonsarail suite au mouvement social de ce début de semaine. Depuis lundi après-midi et suite au gazage des forces de l'ordre, le personnel pénitentiaire de Bemao, ils ne peuvent plus assurer la continuité du service public. Donc nous avons plus de 100 personnels qui sont blessés et qui ont été voir leur médecin car ils sont malades. Aujourd'hui, depuis mardi, nous pouvons constater que l'effectif est réduit au sein de l'établissement. Hier soir, ce sont les gendarmes qui sont venus faire les nuits. Donc aujourd'hui, nous avons un seul personnel qui a pris le service, donc ça continue. Pas plus tard que ce matin, le directeur de l'administration pénitentiaire nous a pondu une note en nous disant que les agents, à partir d'aujourd'hui, qui ne prenaient pas leur service, seraient sanctionnés. Donc ce qui veut dire qu'ils vont avoir pour le moment 5 jours de sursis de mise à pied. Le préfet de Guadeloupe précise par ailleurs n'avoir reçu aucune demande d'audience. Une réponse qui ne convainc pas le syndicat. L'ancien préfet nous avait dit pareil, il nous a promis de nous recevoir les syndicats du centre pénitentiaire 2 ou 3 fois par an. Il est parti, on l'a vu qu'une seule fois le jour où on avait bloqué l'établissement par rapport à l'agression d'un collègue. S'il veut nous recevoir aussi, le préfet, il sait très bien où est-ce que nous nous trouvons. Là, on dit stop, qu'on a un ras-le-bol, qu'on veut faire avancer l'institution et évoluer nos conditions de travail au centre pénitentiaire de Bemao et aussi de Basse-Terre. Les agents dénoncent toujours le nombre trop important de détenus par cellule, 9 dans certains cas, avec pas moins de 117 matelas au sol. Ils attendent donc une solution pérenne pour mettre fin à ce conflit avec leur administration. Si l'adage « mieux vaut être seul que mal accompagné » s'avère souvent vrai, le célibat peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. Certaines femmes d'ailleurs s'en accommodent, mais d'autres en souffrent réellement. Le reportage tout de suite d'Anaïs Gall. Rosa est célibataire depuis 6 ans. Maman d'un enfant unique, elle aimerait retrouver un compagnon.
Si sa situation de femme seule est parfois dure à assumer, elle y a aussi puisé des forces. Ça a été quand même une période qui m'a permis quand même de faire un travail sur le plan personnel, vraiment, où je me suis quand même tout simplement découverte et j'ai pu réussir à améliorer surtout sur le plan de caractère et la vision de la vie globalement. Et je peux vous dire que j'ai vraiment développé de grandes capacités et je suis vraiment décidée à être une femme différente de ce que j'ai pu être. Ce matin, elle assiste à une conférence organisée par l'Association des femmes chrétiennes dans l'espoir de recevoir des conseils. Dans cette assemblée, la plupart des femmes aspirent au mariage. Beaucoup ont perdu confiance en elles, alors l'objectif est de leur redonner les clés. Ici à la Martinique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et nous voyons qu'il y a une tendance à un célibat qui est de plus en plus galopant. Beaucoup de concubinage, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes mères seules. Donc on a ce problème-là. On a un profil de l'homme qui est assez bas en réalité par rapport aux responsabilités familiales. Il faut restaurer tout cela. Aux Antilles comme dans l'Hexagone, les normes sociales évoluent. Le taux de femmes célibataires augmente, notamment pour des raisons démographiques, puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes, mais également car le couple n'est plus forcément un modèle absolu. Pour beaucoup, la présence d'un homme n'est pas indispensable. Une femme célibataire, c'est une femme indépendante, elle peut se débrouiller toute seule, pas besoin d'un homme dans sa vie pour faire ses affaires et tout. Je pense qu'on peut être heureux en étant célibataire. Il faut l'équilibre. Si on trouve un homme, il faut que ça marche. Il ne faut pas que non plus qu'on choisit pour faire plaisir aux gens ou pour faire plaisir à la famille. Il faut que l'on soit d'accord, avec soi, que l'on soit d'accord avec l'homme qu'on a choisi. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Voilà, il n'y a pas de mieux seul ou mieux en couple. Je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi. Et je pense que le but un peu de la vie, c'est l'accomplissement personnel. Après, s'il y a des choses qui viennent s'y greffer, que ce soit un partenaire ou autre, c'est bien. Pour ce sociologue, l'une des explications à ce phénomène est surtout une recherche croissante de liberté. Moins de contraintes parce que l'image de la maman et de la grand-mère qui s'occupait de l'homme, qui lui faisait à manger, qui lui repassait son linge, qui reprisait quand il y avait des coutures à faire, etc., est en train de changer. De toute manière, la société elle a évolué, elle s'est transformée, elle a muté. On n'est plus dans le modèle familial nucléaire, papa, maman, enfant. On revient dans un modèle où chacun choisit le mode de vie qu'il veut en fonction de ses aspirations. En Martinique, le célibat concerne notamment les femmes qui élèvent un enfant seul. Elles représentent 41% des ménages sur notre île, contre moins de 15% dans l'Hexagone. Et puis restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, vous en saurez plus sur la réforme prévue pour le baccalauréat. Et puis ce vendredi aura lieu la 10e édition de la nuit de l'orientation WTC. Nous en parlerons avec notre invitée Jennifer Linon, élue à la formation à la région. Mais avant le focus sur cette polémique en Martinique autour des travaux du lycée Schellcher, la multinationale, la société spécialisée Vinci dans le BTP qui a obtenu le marché pour la construction, refuse de faire appel aux prestataires locaux comme les transporteurs. On regarde tout de suite le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Peut-être une des dernières livraisons de ce type. Du béton sec pour finaliser la sécurisation de ce chantier. Une fois cette phase terminée, les entreprises du groupe Vinci en charge de la construction pourraient mettre en place une centrale mobile de fabrication du béton et ainsi ne plus faire appel aux transporteurs malaxeurs. Un coup dur pour Laurent et ses confrères, surtout en cette période de vache maigre. Il n'y a aucune commande publique à part celle-là sur cette année. On a investi aussi sur des camions pour pouvoir assurer ce chantier, puisque bon, il y a quand même pas mal de volume en béton. On a des chauffeurs qu'on devait recruter aussi, qui sont en attente. On a des familles, on a des employés. Et on ne peut pas laisser ce type d'ouvrage se faire. Même son de cloche du côté de cet autre syndicat, ce sera avec eux ou rien. Tout ce que je sais, que les transporteurs n'accepteront pas la construction du chantier avec une centrale de chantier. Je ne pense même pas l'idée de dire qu'on négociera ou quoi que ce soit, ça ne se fera pas. Puisque les entreprises du groupe Vinci, la SIMP et Sogea, doivent se fournir au Lamentin ou au Robert, selon les termes du contrat. J'ai eu M. Daniel Maricet qui est en charge des appels d'offres de la CTM, qui m'a bien spécifié qu'il n'a jamais donné l'autorisation d'une centrale de chantier sur le chantier de lycée Schellcher
D'autant plus qu'il est farouchement contre l'installation d'une centrale de chantier. Il existerait tout de même une clause stipulant que du béton pourrait être produit sur place en petite quantité et pour des travaux de finition. Reste à savoir si Vinci cherche à s'engager dans cette brèche. Nous avons tenté de les joindre, sans succès. Et la réforme du baccalauréat n'entrera en vigueur que dans 3 ans, mais les changements qu'elle induit pour toute la scolarité au lycée se feront sentir dès la rentrée prochaine, notamment pour les jeunes qui rentrent en seconde. Aujourd'hui, une nouvelle version du baccalauréat a été proposée au ministre de l'Éducation nationale par l'ex-directeur de Sciences Po Lille. Les grandes lignes de celui-ci avec Linda Kayarsi. Comme à la faculté, l'année sera découpée en semestres et les cours composés à la carte par les élèves. Dès le 2e semestre de seconde, les jeunes pourraient choisir 2 enseignements de spécialisation, puis en première et en terminale, ils opteront pour 2 matières majeures et 2 mineures, qui donneront une coloration scientifique ou économique par exemple à leur bac et par la suite à leur possibilité d'études supérieures. Les filières actuelles, L, ES et S, disparaissent, de même que la distinction entre bac général et technologique. Tous les élèves assisteront en plus de leur spécialité à un même tronc commun de 15 heures en première et 12 heures en terminale, incluant les maths, les langues vivantes, l'histoire-géographie, le PS, le français en première et la philosophie en terminale. Ils suivront aussi des heures consacrées à la méthode et à l'orientation, 2 heures en seconde, 3 heures ensuite. Les lycéens devraient être soumis à un jury de 3 personnes dès 2021. Le grand oral porterait sur plusieurs matières en même temps et serait préparé pendant l'année, une sorte de TPE double XL qui constitue jusque-là une épreuve anticipée du bac en filière générale. Le grand oral deviendra ainsi l'une des 4 épreuves finales du baccalauréat avec la philosophie et les épreuves majeures choisies par les élèves. Le grand oral se passerait en juin comme l'écrit de philosophie alors que les 2 autres écrits pourraient se dérouler en avril. Au total, les épreuves devraient compter pour 60% de la note finale. Les 40% restants seront évalués en contrôle continu. Les euros de rattrapage pour les élèves ayant obtenu entre 8 et 10 sur 20 aux écrits seraient supprimés. À la place, le jury examinerait le dossier scolaire de ceux qui ont échoué de peu. Il décidera en fonction de ces bulletins et appréciation de leur délivrer ou pas les points manquants pour l'obtention du diplôme. Collégiens, lycéens, adultes en quête d'insertion professionnelle sont invités ce vendredi 26 à la nuit de l'orientation WTC à Jarry-Bémao. Une manifestation gratuite organisée par la CCI et ouverte au public de 14 h à 21 h. Jennifer Linon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec près de 55% de taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans en Guadeloupe, autant dire que la région prend certainement très au sérieux ce type de rencontre. Est-ce le cas? Que proposera justement la collectivité aux jeunes cette nuit-là? Eh bien, depuis l'année dernière, la région Guadeloupe a décidé d'agir de manière très forte aux côtés de la CCI pour la nuit de l'orientation. Agir comment? Donc, à la fois de manière financière, puisque nous sommes partenaires maintenant principal à hauteur de 80% sur cette manifestation, mais nous sommes là aussi pour pouvoir participer activement à travers la présence de la région sur les sites, mais aussi la fédération de tous les organismes, tous les acteurs de la formation professionnelle. L'objectif est celui-là. Nous sommes chefs de file en matière de formation professionnelle, en matière d'orientation professionnelle. Il y a toute une définition européenne, nationale, c'est mettre en place en tout cas un processus, en tout cas une dynamique, pour qu'à partir d'une ambition personnelle, nous puissions mettre en place les outils pour aboutir à une insertion de manière durable. La nuit de l'orientation réunit tous les acteurs, à la fois pour l'insertion, en tout cas l'orientation scolaire, mais aussi sur l'orientation professionnelle. L'objectif, c'est de joindre les deux et de faire justement tout le public guadeloupéen venir pour collégiens, lycéens, personnes à la recherche d'un emploi. Des entretiens, vous l'avez dit, avec des conseillers d'orientation sont prévus et aussi avec des chefs d'entreprise. Quels seront les secteurs qui seront représentés? Alors, cette année, nous avons mis l'accent sur le secteur du digital, puisque par exemple, je regardais l'actualité hier, Carrefour a un plan de restructuration où il y a 2400 personnes qui vont justement quitter cette structure. Vous avez par contre
tous les métiers du digital, Internet, les ventes à distance, et puis en tout cas tout ce qui est informatique qui va être développé. Donc nous mettons en place, nous appelons les entreprises qui agissent dans ce secteur-là, la digitalisation, Internet, à être présente. La fibre optique sera aussi présente, ce secteur d'activité. Et puis, nous n'oublions pas les secteurs comme celui de l'agroalimentaire, le secteur agricole, et puis le secteur de la pêche. Et en tout cas, tout ce qui tourne autour de la mer. Cette année, un atelier sera dédié aux parents. Il sera d'ailleurs animé par 2 associations de parents d'élèves. Quel rôle peuvent jouer les parents dans ce choix, celui de l'orientation ? Eh bien, la nuit d'orientation, vous avez vu que nous sommes en train de faire une caravane d'ailleurs. La caravane de l'orientation, nous passons depuis une semaine de lycée en lycée, de collège en collège pour justement motiver les parents, les élèves pour venir sur cette nuit de l'orientation. Les parents, eh bien, c'est la clé de voûte d'un enfant qui a 17 ans, 16 ans, 18 ans et qui se pense. Nous invitons donc les parents à être présents parce qu'ils vont devoir être là aux côtés pour orienter, à nos côtés aussi. Mais ils vont être là aussi des fois pour financer. Lorsque vous avez un enfant qui veut éventuellement partir en France métropolitaine ou bien ailleurs, faire des études supérieures, il faut les parents pour financer ou alors pour les accompagner à la fois auprès des collectivités majeures, puisque la région nous finançons également, ou bien pour orienter, accompagner pour les bourses nationales. Donc les parents sont là à la fois pour aider à penser le projet pédagogique, mais surtout aussi pour accompagner financièrement pour le logement et pour autre chose. Jennifer Linon, vous êtes la vice-présidente de la commission chargée de financer toutes les formations, toutes les demandes de formation adressées à la région. C'est un pôle important. Votre commission a-t-elle les moyens de répondre aux demandes ou au contraire celle-ci est encore peu sollicitée? C'est une commission qui est très sollicitée. En matière de formation professionnelle et insertion, nous avons un budget de 55 millions d'euros au budget primitif. Je ne parle même pas du budget supplémentaire. Aujourd'hui, nous avons une commission formation professionnelle où nous avons au titre de l'AIF, l'aide individuelle à la formation, tous les demandeurs d'emploi qui veulent se former, qui ont sollicité un centre de formation, peuvent venir faire une demande de financement auprès de la région Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons délibéré sur 1 167 000 euros pour à peu près 565 demandeurs d'emploi. C'est vous dire, et sur une période de 3 mois. C'est-à-dire que nous sommes partis des demandes qui ont été déposées de novembre jusqu'à l'heure actuelle. Donc c'est dire que c'est une commission qui est très sollicitée. Et au-delà de cela, nous avons aussi tout ce qui concerne l'apprentissage, puisque nous aidons aussi au permis de conduire pour les apprentis. Nous avons aussi, nous travaillons en collaboration avec l'ADOM. Donc c'est vraiment une commission qui est sollicitée, mais c'est surtout une commission qui est là pour être aux côtés des demandeurs d'emploi. Et je parle ici des jeunes, mais aussi des moins jeunes, puisque l'orientation doit se faire tout au long de la vie. Et la personne, par exemple, qui a perdu son emploi, peut aussi trouver une solution au niveau de la collectivité régionale à travers le financement et avec, en tout cas, les autres organismes de formation de la Guadeloupe. Et pour en bénéficier et connaître toutes les aides qui sont disponibles justement au niveau de la région, il suffit de contacter la région à Basse-Terre, l'antenne de la Grande Terre. Comment ça se passe? Exactement, nous avons les 2 antennes, donc celle de Basse-Terre, celle de la Grande Terre, la cité Orézé. Vous avez également le téléphone, le 80 40 40. Vous avez le site internet où vous pouvez télécharger aussi tous les formulaires, aide individuelle à la formation, même aussi pour les bourses, parce que lorsque l'État ne finance pas, puisque les parents éventuellement des revenus trop élevés, la région peut éventuellement prendre le relais. Donc c'est tout cela qu'il faut voir à travers la région, établissement, Internet, le téléphone, et aussi, enfin, dans le trimestre qui va arriver, les SPRO, les services publics régionaux de l'orientation, qui seront présents dans chaque communauté d'agglomération. Ça veut dire que celui qui habite, par exemple, à Port-Louis, à Morne-à-l'Eau, à Marie-Galante, devra trouver dans sa communauté d'agglomération un mini-SPRO qui sera là pour l'orientation et justement les accompagner pour l'insertion. Nous en parlerons certainement prochainement sur ATV Guadeloupe. Merci Jennifer Linon d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La ville de Pointe-à-Pitre à l'aspect, vous l'avez vu certainement, d'un chantier en ce moment. Celle-ci est en train de renouveler ses canalisations d'eau usée et d'eau potable. Des changements de tuyauterie qui devraient se terminer à la fin du mois de février. Une occasion en tout cas pour le maire Jacques Bongou qui trinquait avec son personnel à l'occasion des vœux fêtés au hall Paul Chonchon. On écoute d'ailleurs Jacques Bongou interrogé aujourd'hui par Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. D'abord des remerciements. Je pense que le mot d'ordre, la première déclaration que je vais faire dans un instant personnel, c'est pour les remercier parce que le personnel municipal a travaillé en 2017 dans des conditions très difficiles
mais conscients de l'effort que nous leur avons demandé de faire pour mettre la première année d'un vrai redressement du budget, des conditions budgétaires de la ville, de façon à ce que, à l'espace de quelques années, notre budget de fonctionnement soit adapté aux dotations qui ont malheureusement beaucoup diminué ces dernières années et qui menacent encore d'être diminuées. Donc ce personnel a fait un travail absolument exceptionnel. Je vais quand même saluer l'arrivée d'un certain nombre de membres du personnel sur des directions ou sur des postes. Je ne peux pas valider et m'étendre trop sur un organigramme qui doit être validé par ce qu'on appelle un CT, un comité technique. C'est une obligation. Un organigramme est proposé par le maire, mais il doit être validé par les organisations paritaires. Donc je vais le faire. Je vais néanmoins quand même saluer l'arrivée d'une nouvelle directrice à la tête de la Caisse des écoles, de notre nouvelle DGS, Madame Pasbeau, de la nouvelle directrice du CCAS, voilà, en tout cas qui va prendre ses fonctions, qui est déjà en fonction, mais dont on va officialiser le poste, voilà. Mais on va faire ceci, bien entendu, dans le cadre statutaire. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez la ville, le Gosier, où des coupures sont prévues demain à 18 h avec un retour à la normale le lendemain à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Bel Air de Bemao de 8 h 30 à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 24 janvier. Nous l'avons vu ce soir. Les agents forestiers de l'Office national des forêts affiliés à la CGTG sont en grève. Ils réclament l'intégration de plusieurs contrats à durée déterminée. Et puis le personnel des laboratoires du CHU cumule les maux, migraines, conjonctivite depuis la réouverture de l'établissement. La direction dit avoir pris la mesure de l'alerte lancée par les agents en distribuant des masques filtrants. Et puis les résultats des tests seront révélés au grand public demain. Les surveillants de prison, eux, poursuivent leur mouvement. Après avoir été gazés par les forces de l'ordre, ces derniers ont décidé de changer de méthode en restant à leur domicile jusqu'à nouvel ordre. Plus d'une centaine d'agents manquaient à l'appel ce matin au centre pénitentiaire Fonsarail à Bemao. Et la réforme du baccalauréat se précise. Une nouvelle version du bac a été proposée aujourd'hui au ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, elle devrait supprimer notamment les filières ESS et littéraires. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 47.